Donc maintenant, c'est le conflit qui va être décrit, et chez le sportif par Tourabali. Merci beaucoup, chers collègues, chers amis, chers modérateurs. Merci beaucoup à Philippe pour ce très beau topo. Alors moi, je vais vous parler donc effectivement du conflit de hanche dans les sports de combat. Alors pour préparer ce topo, j'ai revu la littérature à ce sujet et j'ai rien trouvé. Voilà, il n'y a aucun article réellement qui s'intéressait au conflit de hanche spécifiquement dans les sports de combat. Donc peut-être qu'il n'y a pas de particularité dans les sports de combat. En tout cas, je me suis du coup intéressé à l'expérience importante de l'Institut Nollet dans ce domaine et j'ai réutilisé l'expérience importante des cas opérés par Thierry Boyer, Alexis Nogier et puis de mes cas également depuis maintenant quelques années. Et j'ai constaté que parmi les patients qu'on opérait de conflits de hanche, 10% de ces patients étaient des pratiquants d'arts martiaux. Et ce chiffre de 10% est probablement un petit peu minoré ou sous-estimé, car je n'ai pas inclus là les sports pieds-points. Alors, le conflit fémoro-acétabulaire, maintenant, ça fait plusieurs années que vous connaissez ce mot et ce terme. C'est toujours l'association d'une malformation osseuse avec un geste sportif à grande amplitude. Et c'est l'association de ces deux éléments qui vont créer une lésion anatomique. C'est cette lésion anatomique qui va créer de la douleur. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez parler de conflit de hanche. Voilà. Alors la particularité, malgré tout, dans les arts martiaux et les sports de combat, c'est que la malformation principale dans les conflits de hanche dans les arts martiaux, c'est que la malformation est localisée sur le fémur. C'est la came fémorale réellement qui crée le conflit de hanche. Et la particularité dans le conflit de hanche, c'est souvent des malformations qui sont massives au niveau du fémur et qui vont réellement venir traumatiser le labrum et la partie antérieure de l'articulation. Alors le geste traumatisant, on en parle souvent, c'est des gestes à grande amplitude et en particulier en flexion et en rotation interne de hanche. Alors il y a une étude qui a analysé un petit peu, qui a mesuré l'amplitude de mouvement au moment de l'impact dans 3 différents sports de combat qui étaient le karaté, la boxe thaïlandaise et le taekwondo. Et finalement, on a constaté qu'au moment de l'impact et en moyenne, la flexion était mesurée, la flexion de hanche, bien sûr, était mesurée entre 25 et 39 degrés pour une rotation interne oscillant entre 8 et 15 degrés, ce qui finalement n'est pas si important que ça. Et donc, et vous voyez que finalement, il n'y a pas besoin d'une très grande amplitude de mouvement pour générer des lésions intra-articulaires. Alors ces lésions intra-articulaires, c'est principalement le labrum au départ qui va être endommagé. Souvent, il est désinséré à sa base. Là, vous voyez une belle fissure labrale. Alors, pourquoi il est douloureux, ce labrum ? Parce qu'il ne ressemble pas du tout au ménisque du genou. C'est une structure fibrocartilagineuse qui est particulièrement bien vascularisé, y compris jusqu'à son bord libre, et qui est richement innervé. Donc une lésion chez un jeune sportif, potentiellement, va créer de la douleur à cet endroit-là. Alors vous avez ici la lésion assez typique du labrum qui est désinsérée. Là, vous le voyez, on passe le crochet en fait à l'interface entre la base du labrum et le cartilage acétabulaire avec une petite chondropathie, un petit décollement cartilagineux, et ce labrum qui est désinséré à sa base. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter surtout l'histoire naturelle. Voilà, l'histoire naturelle, c'est vraiment le quotidien pour nous. Et quand on écoute les patients nous raconter leur histoire, souvent le sport de combat débute dans l'enfance. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que plus on commence tôt la pratique sportive à risque, et plus la prévalence de la came fémorale va augmenter. Finalement, à l'adolescence, on continue de pratiquer les arts martiaux. Et donc au moment de la croissance et avec les mouvements micro-traumatiques répétés, la came fémorale va apparaître. C'est une malformation qui est acquise, voilà, qui est ici, vous l'avez vu dans le topo précédent. Et donc cette malformation va croître avec la croissance et elle s'arrête au moment où la croissance est terminée. La came fémorale s'arrête de grandir ou de pousser.
Les premières douleurs, c'est des douleurs inguinales mécaniques qui apparaissent entre 20 et 30 ans. Là, vous avez le fameux signe en C des Suisses et des Américains. Souvent, les patients rapportent un petit peu une douleur comme ça, circonférentielle autour de la hanche, avec la majorité des douleurs qui est localisée à la partie antérieure. Alors le problème aujourd'hui, c'est que assez souvent, on voit arriver à nos consultations les patients qui arrivent avec un peu de retard dans le diagnostic, une errance diagnostique que j'estime entre 3 et 5 ans. Quand on écoute nos patients, souvent ces patients ont été traités auparavant pour des lésions associées qui sont tout à fait possibles, ou des diagnostics différentiels comme par exemple la pathologie du psoas, les problèmes au niveau des adducteurs, les pubalgies, les problèmes lombaires et en particulier les pathologies lombaires hautes, les discopathies en LA en particulier. Et enfin, les problèmes de déficience ou de déficit de la paroi abdominale avec les hernies. Le problème de ce retard diagnostique, c'est qu'il va être préjudiciable pour l'avenir de la hanche, avec le risque de créer des lésions intra-articulaires à type de chondropathie. En particulier, vous voyez ici un grand clapet cartilagineux découvert sous arthroscopie qui était secondaire à la came fémorale. Le problème, c'est évidemment la coxarthrose précoce. Vous avez compris, c'est précoce parce qu'elle apparaît avant 45 ans, avec le risque d'implantation de prothèse totale de hanche avant 45 ans. Vous avez ici l'exemple d'un patient opéré l'année dernière de 35 ans, qui est un ancien champion d'Europe de karaté, qui avait une coxarthrose sévère et invalidante, opéré de prothèse. Donc tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire un diagnostic précoce pour déterminer, pour identifier les patients qui ont fait effectivement un conflit fémoral acétabulaire. L'idée, c'est de les cueillir avant que les lésions cartilagineuses apparaissent. Pourquoi ? Parce que on a aujourd'hui un traitement qui est de plus en plus fiable, qui est l'arthroscopie de hanche. Et donc voici quelques éléments péropératoires, comment on traite ces patients de conflits de hanche qu'on amène à la chirurgie une fois évidemment qu'on a fait le traitement médical optimal, et quand les patients restent en échec de ce traitement médical complet, y compris les infiltrations, on leur propose une correction chirurgicale qui consiste à réaliser une fémoroplastie. Donc on va vraiment aller retailler cette anomalie de la jonction tête-colle par des fraises motorisées sous arthroscopie avec la capacité de recréer une bonne échancrure de l'anatomie proximale entre la tête et le col fémoral. Par ailleurs, sous arthroscopie, et ça se fait maintenant vraiment 5-6 ans que la technique se développe de façon importante, on est capable d'aller traiter les lésions associées et en particulier d'aller réparer les labromes quand techniquement cela est possible avec des labromes qui ne sont pas trop endommagés. Alors avant de terminer ce topo, je voulais vous montrer deux études de très haut niveau qui ont été publiées récemment. Le premier, c'est Lancet 2018 et le deuxième, c'est BMJ 2019. C'est dans les deux cas des études contrôlées randomisées, multicentriques, qui ont évalué l'apport de l'arthroscopie de hanche par rapport au traitement médical conservateur. Et c'est aujourd'hui un élément qui est très important parce que finalement le conflit de hanche, c'est récent, c'est Gantz 2003, et au départ, pendant les premières années, clairement cette maladie était remise en doute. On parlait du mythe du conflit de hanche, et puis ensuite sont arrivées les techniques arthroscopiques qui également étaient un peu mis en doute sur la capacité réellement de pouvoir traiter ces patients sous arthroscopie. Aujourd'hui, on a enfin des essais de très haut niveau qui prouvent la supériorité du traitement des conflits fémoro-acétabulaires sous arthroscopie par rapport au traitement médical conservateur. Voilà. Merci bien. Question dans la salle. Virginie. Voilà. Simplement, quand on a une coxarthrose débutante, comment on peut faire la part en fait entre une déformation de la tête, dans le cas de la came, et une coxarthrose débutante avec un ostéophyte? Nous, on est parfois embêtés donc chez des sportifs qui n'ont pas de pincement articulaire. Est-ce qu'il y a des petites astuces radiologiques pour faire la part, ou est-ce qu'il faut aller à l'arthroscanner rapidement avant de décider d'envoyer au chirurgien arthroscopique?
Tu veux répondre, Philippe? Moi, juste, en 2 mots, l'aspect de la came fémorale ostéophytique est radiologiquement assez différente de la came primitive. Dans la came primitive, c'est quand même une déformation qui souvent est assez harmonieuse, alors qu'on sent que dans la came ostéophytique, c'est un os qui a poussé par au-dessus, avec souvent une collerette ostéophytique péricapitale qui apparaît. Donc c'est un élément, moi, qui me permet de faire la part des choses entre la coxarthrose et le conflit par effet came. Et l'autre chose, effectivement, parfois on a et en particulier chez les sportifs, dans la coxarthrose précoce, avant le pincement, apparaît finalement les petits becs osseux qui parfois peuvent être agressifs et qui peuvent venir aller traumatiser finalement le labrum. Et de temps en temps, on fait des coxarthroses chez les patients jeunes, des arthroscopies chez des patients jeunes qui ont un début de coxarthrose, et on retrouve ces ostéophytes agressif sur le labrum. On fait une petite résection économe du labrum, on résèque l'ostéophyte et le patient est reparti pour quelques années. Tout à fait d'accord. Et puis la topographie aussi sur le DUN, quand même, ça a une morphologie un peu particulière, le comblement. Cette semaine, j'ai vu un patient de 17 ans qui a déjà une déformation des 2 hanches, avec un gros bump sur la jonction tête-col. Oui, je pense que l'âge joue aussi un rôle dans le diagnostic, parce que la coxarthrose débutante sur une hanche normale arrive plus tard dans la vie, alors que là, on parle parfois de gamins qui ont 25 ans. Et donc, on est quand même très... un petit mot, Idriss et Alexis, sur cette histoire de came acquise. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ça? Parce que il y a déjà des glissements épiphysaires qui sont responsables de têtes déformées en pistole, en forme de pistolet. Et puis, ça serait intéressant de savoir si vraiment c'est une forme de hanche initiale qui est déjà prédisposante, ou si on a réellement une provocation de la came par la pratique du sport. Ouais, effectivement, on s'est beaucoup posé la question de l'origine de cette came fémorale. Alors, il y a pas mal de papiers aujourd'hui qu'on peut trouver dans la littérature. Alors, et la première chose, c'est que la prévalence de la came fémorale dans la population générale est difficile à déterminer, donc on ne sait pas trop. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des populations ethniques et il y a des groupes de populations qui pratiquent certains sports qui vont avoir une prévalence beaucoup plus importante de la came fémorale. Et donc ça, c'est un élément qui penche vers une pathologie qui va être acquise. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a constaté que plus on commençait tôt une activité à risque, et plus la prévalence augmentait. Donc c'est également un deuxième élément qui penche vers une maladie qui était effectivement acquise. Voilà. Oui, effectivement. Après, souvent les patients nous posent la question, mais est-ce que la bosse va repousser? Mais en fait, non. Une fois que la croissance est terminée et qu'on a fait un bon contrôle de la fémoroplastie, qu'on a corrigé la déformation, la déformation ne repousse pas. Une fois que la croissance est terminée, c'est terminé. Question? Oui, moi j'avais une question en fait par rapport à la lésion du labrum. Est-ce que sur un traumatisme violent sans came préalable, est-ce que sur une lésion du labrum simple, est-ce qu'il y a une possibilité de cicatrisation spontanée puisqu'il est bien vascularisé, ou est-ce que vous intervenez systématiquement? Je crois qu'Alexis va être d'accord avec moi, mais il n'y a pas, on ne se jette pas sur les patients pour les opérer de prime abord, et donc il faut effectivement, parfois il y a des lésions du labrum isolées sans malformation osseuse, et il est logique de proposer d'abord un traitement médical complet avec le repos sportif, l'éviction du geste traumatisant, les anti-inflammatoires, les infiltrations, la rééducation et le renforcement. Et effectivement, parfois il y a des patients qui guérissent et qu'on n'opère pas. Hein. Ouais, c'était plus par rapport au ménisque, par exemple, au niveau du genou, où là, on sait très bien que si y a une lésion au niveau de la partie libre, il y a peu de chances que ça cicatrise, enfin même 0. Et donc du coup, là, on va plus avoir tendance à opérer, et peut-être moins au niveau du labrum. Ouais, là, dans le labrum, effectivement, tu as une capacité de cicatrisation qui est bien plus importante. Ok, merci.